Bonjour, chers élèves. Je suis là pour vous, les troncs communs. Nous allons étudier ensemble la nouvelle réaliste de Gaye de Maupassant intitulée Auchan. Il s'agit bien du module 2. Soyez présents, c'est-à-dire soyez à l'écoute. Concentrez-vous bien. Plus vous vous concentrez, plus vous comprendrez mieux. Bien à vous. Alors, il s'agit de la présentation de l'œuvre tout d'abord. L'auteur, c'est Gaye de Maupassant. Les personnages, la famille Tuvache, la famille Valin, les Tuvache, leur fils Charlot, les Valin et leur fils Jean, Monsieur et Madame Dubière. Le mot champ donne déjà le lieu où se passe l'action. Il se passe, bien sûr, dans la campagne normande, en France. Les paysans souffrent de la misère, de la famine, dans les contes normands de Maupassant. Contrairement aux contes parisiens, Paris, où vivent les personnages de grande bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie. Alors, les thèmes les plus essentiels dans la nouvelle réaliste de Maupassant, la misère et la pauvreté des paysans normands au XIXe. Et en contrepartie, la richesse des Parisiens, le thème de l'adoption, l'argent, la jalousie, la rancune. Passons au mot le réalisme. Qu'est-ce que ça veut dire le réalisme? On appelle ça le réalisme ou la vraisemblance. L'auteur a une mission, laquelle d'écrire fidèlement, je dis bien fidèlement, la vie réelle des classes sociales, à savoir les bourgeois, les paysans normands au XIXe siècle. Mais, il y a toujours un mais. Réaliste ne veut pas dire réel, pas du tout, parce que l'histoire, elle est fictive, elle est imaginaire, mais elle est inspirée de la vie réelle. Résumé, pour vous situer, bien sûr dans l'œuvre, les deux familles voisines, les Tuvache et les Valin, vivaient misérablement avec leurs enfants. Par un beau jour, une famille bourgeoise se promenant dans les champs vit Charlot, l'enfant des Tuvache. Comme la femme, Madame Lubière, ne pouvant avoir d'enfant, il voulait en adopter un pour une somme d'argent mensuelle. La mère refusa et lui intima de partir chercher ailleurs un enfant à vendre. La famille Valin accepta, insulta sa voisine pour avoir vendu son enfant et mis fin à leur amitié. Point. Par un beau jour, un jeune homme rendit visite aux Valin. C'était leur fils Jean. Fier de sa réussite, sa famille le présenta dans une grande cérémonie aux voisins du village. Charlot, le pauvre, rongé par la jalousie et la rancune, insulta ses parents de laisser Jean prendre sa place et les quitta. Récapitulons ensemble. Tableau récapitulatif. Le genre littéraire, une nouvelle réaliste. Le titre, Auchan. L'auteur, Gaye de Maupassant. Le siècle, 19e siècle. D'autres œuvres du même auteur, la parure, la ficelle, je vous conseille vivement de lire ces deux nouvelles. Nous allons passer à l'activité 1, la première lecture, le premier texte à lire. Il s'agit de l'incipit. Les deux chaumières étaient côte à côte au pied d'une colline proche d'une petite ville de bain. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits peu à peu simultanément dans l'une ou l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits
dans le tas, et les deux pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse, et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolper, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 fils et un garçon. L'autre masure abritait les Valin, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vit péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures, le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Observation. Que signifie le mot insipide? Alors, le mot insipide peut se prononcer de 4 manières différentes parce que c'est un mot emprunté. L'insipide, l'incipide, l'insipide, l'incipide. Alors, choisissons la plus convenable pour vous. Alors, c'est quoi l'insipide? Ce sont les premiers mots, ou bien la première phrase ou la première page qui inaugure une œuvre littéraire, un récit, un roman, une nouvelle, un conte, par exemple. Vous avez le mot chaumière, demeure, masure. Alors, ces 3 mots, ils sont presque, je dis bien presque, des synonymes. Mais déjà, ils connotent quoi? Ils connotent la pauvreté, la misère. C'est quoi les chaumières? C'est des maisons pauvres dont le toit est en chaume. Le chaume, c'est la tige de blé qui est sèche, pour en faire des toits de quelques maisons très, très pauvres. Vous avez la terre inféconde. Inféconde, c'est un peu près ironique par rapport aux familles qui sont très fécondes. Parce qu'ils ont 4 enfants, ils sont pauvres, et l'ironie du sort, ils habitent une terre ou bien des champs qui sont inféconds, stériles. Alors, dans la situation initiale, le narrateur décrit le lieu, le temps, le personnage et situe le lecteur depuis le début dans la misère absolue où ces gens-là vivaient. Compréhension? Où se passe l'histoire? Bien entendu, à la campagne, au champ, à la campagne normande. Quelle famille habite ces lieux? Les Tuvache et les Valin. Regardez, les Tuvache ne porte pas un S, même si c'est pluriel parce que c'est un nom propre. Alors, les Tuvache et les Valin, de combien de membres sont-ils composés? Eh bien, les Tuvache, 3 filles et un garçon, les Valin, une fille et 3 garçons. De quoi se nourrissent les 2 familles? De soupe, de pommes de terre. Donc, toute la journée, presque de soupe, de pommes de terre et de grand air. Donc, ce n'est pas très suffisant. Comment trouvez-vous cette vie? Elle est pénible, elle est misérable. C'est la pauvreté extrême. Quels sont les aspects positifs de leur vie? Eh bien, quand même, il y a un aspect positif, c'est l'amitié, la solidarité entre les 2 voisins. C'est-à-dire les 2 familles voisines, ils s'aiment tellement, ils sont toujours ensemble, tellement ensemble qu'ils vivent bien leur pauvreté. Ils acceptent leur pauvreté et du coup, ils la vivent d'une manière un peu sereine. Que fait le narrateur dans la situation initiale? Et bien sûr, je répète, il présente le lieu, le temps, les personnages principaux, bien sûr, et il situe le lecteur dans le cadre de la misère où vivent ces paysans. Alors, situation. Je situe le texte avant de passer aux axes de lecture. Le texte est un extrait de la nouvelle réaliste de Maupassant intitulée « Au champ ». Remarquez, « Au champ », c'est souligné parce qu'il s'agit d'une œuvre littéraire. Il est strictement obligatoire de souligner le titre d'une œuvre littéraire. Quand je parle d'une œuvre littéraire, ça peut être un roman, une nouvelle, une pièce de théâtre ou un recueil de poèmes. Il s'agit de l'incipit où le narrateur décrit le lieu, les personnages et leur vie piteuse, misérable. Dans le passage que nous sommes appelés à étudier, nous allons voir en premier lieu la description
définition, elle est très importante ici. En second lieu, pourquoi le narrateur décrit-il le lieu et les paysans de cette manière-là? Alors, vous allez me dire de quelle manière? C'est ce qu'on va voir ensemble. La description. Le premier axe, la description est-elle valorisante ou dévalorisante? Elle est dévalorisante par excellence, péjorative. Les appréciations choisies dans le passage sont dévalorisantes ou péjoratives. Ce sont des mots synonymes. Alors, choisissez dévalorisante ou péjorative, ça veut dire la même chose. Le narrateur semble se moquer de ses personnages. Il se moque de ses personnages, il les animalise en choisissant des mots appartenant au champ lexical de l'animal, comme des oies. On va voir, bien sûr, les exemples qui sont écrits en rouge. L'on ne peut pas rire des malheurs des autres, plutôt compatir à leur misère. Voilà ce que nous voulons dire à M. Maupassant. La question qui se pose, pourquoi cette méchanceté apparente de la part de l'auteur? B, l'axe 2, pourquoi le narrateur dévalorise-t-il les personnages dans l'incipit? Le narrateur prétend avoir une mission sur Terre. Il veut, laquelle? Décrire fidèlement la vie pénible, misérable de cette classe sociale. Cette classe sociale, elle est négligée, elle est marginalisée, elle est méprisée. Il ne veut pas attirer l'attention par la pitié. La pitié du lecteur est le cadet des soucis de Maupassant. Il veut attirer sa colère. Pourquoi? Parce qu'avec la colère, l'opinion publique change et les gens agissent. Alors de là, on peut dire que l'ironie de l'auteur pousse le lecteur à réfléchir et automatiquement à agir. Synthèse. Dans sa description, qui provoque le sourire plutôt que les larmes, plutôt que le pathétique, le narrateur nous fait croire que malgré la misère de ces deux familles, tout va bien. Ils vivent sereinement leur pauvreté. Grâce à quoi? Grâce à leur amitié. Mais, il y a toujours un mais, malheureusement, mais ce calme-là, est-ce qu'il va durer éternellement dans la nouvelle réaliste? C'est ce que nous allons voir. Alors, nous passons à l'activité de langue 1, c'est-à-dire la leçon 1 de l'activité de langue. L'étang du récit, c'est très important de commencer par l'étang du récit pour comprendre la cohérence du passage du texte. Alors, le récit est un énoncé. Le récit, la narration, est un énoncé qui raconte des événements réels ou imaginaires. Attention, réels ou imaginaires. N'ayant aucun lien avec la situation de l'énonciation. Moi, je suis là, j'ai envie d'écrire un texte. Alors, un texte qui se passe aujourd'hui ou bien un texte qui se passe depuis 1990, c'est la même chose. Je choisis le présent ou le passé. Ça reste mon choix comme auteur. L'étang des verbes marque des valeurs temporelles en affichant une bonne cohérence. C'est très important, la cohérence entre les temps, parce qu'il y a les temps du récit et les temps du discours. Les temps du discours, vous les connaissez déjà, vous les utilisez tout le temps, le présent, le passé composé, le futur. Il y a l'imparfait, le plus que parfait, mais c'est un peu rare. Il marque aussi les valeurs aspectuelles. C'est ce qu'on va voir ensemble. Il nous informe si les actions sont achevées, c'est-à-dire accomplies, finies, ou bien s'ils sont inachevés, qui ne sont pas encore finis. Et de là, je dois rappeler une chose qui est très importante. Vous savez très bien que tous les temps, tous les verbes simples, les temps simples, sont des temps achevés, finis, accomplis. Et tous les temps composés, ça veut dire composés, les temps qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Alors ces temps-là, ils sont toujours inachevés, inaccomplis. Mais il y a une exception, le passé simple. Le passé simple est un temps simple, mais qui est achevé vu qu'il exprime
une action qui est très courte, brève et soudaine. Il faut retenir ça. Le narrateur peut choisir de raconter des événements au passé ou au présent, c'est son choix. On parle dans ce cas de présent de la narration. Ceci n'est pas le cas dans la nouvelle réaliste parce que Maupassant, ou bien le narrateur, il a choisi le passé pour écrire. Alors, dans sa nouvelle réaliste, le narrateur choisit le passé. Pour mieux comprendre, nous allons étudier le tableau récapitulatif. Alors, vous avez le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, le passé antérieur et le conditionnel présent. Le passé simple, qu'est-ce qu'il exprime? Une action passée dans la durée et déterminée, brève, qui est finie et brève, courte. Action de premier plan, car le passé simple assure la progression du récit. C'est-à-dire, avec le passé simple, qu'est-ce qui se passe? Le récit accélère, on a des actions. Par contre, avec l'imparfait, c'est comme si le récit se repose. Il fait dodo, il se repose. Donc, c'est au passé simple de prendre la relève pour accélérer un peu le récit ou bien l'action. Passons à l'imparfait. Et bien sûr, dans l'incipit, il n'y a pratiquement pas de passé simple. On va dire pourquoi. Alors, l'imparfait, il peut exprimer la durée dans le passé, il exprime la répétition, l'habitude dans le passé, il exprime la description par excellence. Alors, si vous voulez décrire, choisissez l'imparfait. C'est un temps de la description par excellence. Vous avez les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, les commentaires? Alors, quand le narrateur veut intervenir, donner une petite remarque, une grande remarque dans son texte, il choisit l'imparfait. Par exemple, regardez, ce que j'ai écrit, ce sont des exemples du texte qu'on a lu tout à l'heure. Alors, chaque ménage en avait 4. Alors, c'est la durée, c'est-à-dire, c'était toujours comme ça et on ne sait même pas quand est-ce que ça finit dans le passé. Donc, c'est une action qui est inachevée et qui dure dans le passé. Les deux chaumières étaient côte à côte. C'est l'habitude, la durée aussi. Les ménageurs réunissaient leurs mioches. Réunissaient, c'était leurs habitudes. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils donnaient manger à leurs enfants, donc ils réunissent ces enfants. C'est une habitude qui durait longtemps, assez longtemps, pour ne pas finir dans le passé. Et c'est pour ça qu'on choisit, ou bien le narrateur choisit l'imparfait pour l'exprimer. Vous avez le plus que parfait. Alors, le plus que parfait, c'est une action qui précède le passé de l'imparfait. Je vais l'expliquer. Alors, si j'ai l'imparfait et je veux m'expliquer ou je veux m'exprimer dans une action qui a précédé l'imparfait, je ne peux pas utiliser le passé simple ou bien le passé composé parce que le passé composé, c'est un temps du discours. Alors, il me faut un temps. C'est le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un temps au passé qui précède les autres qui sont déjà au passé. Vous allez comprendre avec l'exemple. Alors, regardez ici, vous avez deux actions. Ma mère offrait aux invités des gâteaux qu'elle avait préparés. Offrait, préparer, avait préparé. Alors, la première action, à votre avis, c'est offrir les gâteaux ou bien préparer les gâteaux? Bien entendu, il faut préparer les gâteaux pour pouvoir les offrir, oui ou non? Eh bien, regardez, offrir à l'imparfait, mais une action qui est déjà précédente, avait préparé. Alors, pour comprendre le plus que parfait, il faut toujours sous-entendre le déjà. Déjà qui est elliptique. Elliptique, c'est-à-dire qui est invisible dans le texte, mais il y a dans le sens déjà. Par exemple, ma mère offrait aux invités des gâteaux qu'elle avait déjà préparés. Vous avez compris un peu la cohérence entre le plus que parfait et l'imparfait. C'est toujours le passé de l'imparfait. Alors, le passé antérieur, c'est la même chose, sauf qu'il précède le passé simple. Mais c'est un temps qui est peu utilisé, sauf dans les contenus les plus soutenus, les plus éloquents. Ok? Mais le plus que parfait peut très bien faire l'affaire et précéder le passé simple. Passons au conditionnel présent. Regardez comment il s'appelle, le futur dans le passé. J'ai l'impression qu'il s'agit de l'oxymore, le futur dans le passé,
c'est un peu insensé, mais non, il y a du sens là. Alors, conditionnel présent, c'est le futur de l'imparfait. Revenons au même exemple. Alors, ma mère offrait aux invités des gâteaux qu'elle avait préparés. Regardez le futur. Les invités dégusteraient, miam miam, dégusteraient avec joie ces gâteaux. Car ma mère est un vrai cordon bleu. Un cordon bleu, c'est quelqu'un qui sait très bien cuisiner. Waouh, ces plats, ils sont inouïs et délicieux. Alors, vous avez vu la différence? Vous avez l'imparfait offrait aux invités des gâteaux qu'elle avait préparés. Les invités dégusteraient, bien sûr, ces gâteaux-là parce qu'ils sont très bons. Je passe. Alors, il s'agit d'une activité orale. Nous allons débattre ensemble ce genre de sujet. Alors, on va le faire ensemble. Le droit à l'image photographique. Qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'image? Alors, quelqu'un ne doit pas prendre en photo une personne, surtout un enfant, sans consentement de ses parents ou bien de ses tuteurs. Pourquoi? Pour ne pas ridiculiser cet enfant, pour ne pas le traumatiser et pour ne pas le rendre malheureux. Mais, vous avez vu Maupassant, le narrateur dans l'Incipit, on a l'impression qu'il se moque de ces enfants-là. C'est comme des oies, des animaux, des mioches. Alors, toutes les appréciations péjoratives, ils sont là pour décrire ces enfants. Et nous, du coup, on se demande pourquoi il fait ça, pourquoi il se moque de ces enfants. Il ne se moque pas. Il est en train de dénoncer. Dénoncer, c'est-à-dire regarder la vérité en face. Mais cela ne va pas sans traumatiser, sans choquer des récepteurs qui sont sensibles. Alors, l'auteur décrit les malheurs des paysans normands pour dénoncer les différences entre les classes sociales, la bourgeoisie, la roturière et les paysans pauvres, en France au XIXe siècle. Le journaliste prend en photo des enfants qui ont faim pour dénoncer cette injustice et sensibiliser le monde entier. Du point de vue éthique, c'est-à-dire les principes, les valeurs humaines, peut-on dénoncer l'injustice sans dévaloriser ces enfants, bien sûr, ces victimes de l'injustice? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, débat. Pourquoi prendre en photo un ou des enfants en détresse qui ont faim, qui ont mal, qui sont mal vêtus, qui sont sales, qui sont malheureux car pauvres, ils sont pauvres. Alors pourquoi les prendre en photo? Ça paraît inhumain. Oui ou non? À débattre. Mais quelle est la visée de ces journalistes à la quête de ce genre de photos? Parce que chaque journaliste, chaque photographe a une visée. Elle peut être noble, comme elle peut ne pas être noble du tout. Alors, cela ne risque pas de les mettre mal à l'aise, ces enfants-là, ces personnes qui sont déjà malheureuses. Et s'ils refusaient d'attirer la pitié des autres? Et si ces personnes, vous savez, il y a des personnes qui sont très pauvres, qui sont malheureux, mais qui ne veulent jamais, en aucun cas, attirer la pitié et la compassion des autres. Ils ont leur fierté, ils sont tellement fiers. Alors, on va collecter des idées qui sont un peu contradictoires dans un tableau qui récapitule la contradiction entre les deux journalistes ou bien les deux types de photographes. Alors, certains journalistes photographes prennent des enfants de la rue en photo juste pour créer le buzz. Ils veulent devenir célèbres au détriment des malheurs des autres. Ils ont le cœur dur et ils sont insensibles aux malheurs de ces enfants. Après moi le déluge. Certains disent, après moi le déluge, je passe et puis c'est aux autres d'élucider les problèmes des pauvres ou bien de changer le monde. D'autres, en contrepartie, d'autres cherchent ce genre de photos pour dénoncer l'injustice. Voilà une cause qui est très noble. Ils veulent sensibiliser les autres
C'est ainsi qu'il pourrait sauver ses enfants de la famine et de la rue. Pourquoi? Parce que tous les enfants du monde doivent être à l'école. La place normale d'un enfant, c'est l'école. Ils doivent être heureux, ayant un abri, un toit, une maison pour les protéger. La photo choque la sensibilité des gens, certes, mais c'est ainsi qu'ils pourront changer, qu'ils pourront agir pour le bien de toute l'humanité. Alors, une petite synthèse, décrire les malheurs des enfants en besoin ou les prendre en photo dans des situations malheureuses traumatise le récepteur. Il fait mal, ça fait mal. Nous nous demandons comment oseraient-ils, ces journalistes, ces photographes, oseraient-ils montrer cela? Mais le fait de montrer la réalité nue, choquante et sans retouche de certaines personnes, des enfants par exemple, cela nous ouvre les yeux sur l'injustice des hommes. Nous ne pouvons pas fermer les yeux et prétendre que tout va bien. Les enfants partout dans le monde entier meurent de faim et dans la rue. Il est temps de voir la réalité en face et faire tout pour que nos enfants soient en sécurité. Alors, production écrite, vous savez très bien que la production écrite, c'est là où on reproduit tout ce que nous avons appris dans les activités précédentes, à savoir l'activité de lecture, de langue et l'activité ou la production orale. Alors, lisons notre sujet. Pendant votre pique-nique en famille dans une forêt, des enfants subsahariens qui habitent le village voisin s'arrêtent de jouer pour regarder ce que vous mangez. Ils ont faim, ils sont mal vêtus. Décrivez ces enfants mal nourris et vos sentiments à leur égard. Alors, la première étape, lire attentivement l'énoncé et dégager les mots-clés. Regardez tout ce qui est en vert, ce sont des mots-clés. Le thème proposé dans le sujet, la description. Je dis bien la description, mais quand je dis la description, elle ne peut pas aller sans narration.